quand on est les uns dans les autres, les uns sur les autres, tout va beaucoup mieux, l'amour suffit, ça ruisselle de partout, et qu'on est heureux comme tout, on est libre, on est riche, on est merveilleux. Bon, ça, ce sont les sots qui pensent là, mais ça a quand même, ça a l'air de prendre dans certaines cervelles. Et puis, en quelque sorte, l'échelon intermédiaire qui était l'Europe. On a dit, vous savez, nous sommes maintenant des nations moyennes, il faut s'unir, car l'union fait la force. Oui, l'union des forts fait la force. Mais l'union des faibles, ça fait la faiblesse. Et la preuve, c'est que l'Union européenne est aujourd'hui, avec l'euro, la région du monde où la croissance économique est la moins forte. Autrement dit, les Français et d'autres ont été floués et continuent de l'être, mais pas pour très longtemps, parce que cet édifice bâti sur le sable s'écroulera comme la tour de Babel. Et j'en parle comme quelqu'un qui est au Parlement européen depuis 26 ans, par conséquent qui a pu voir de près quel était le fonctionnement de cette gigantesque machine bureaucratique destinée, somme toute, à nous priver de notre dignité de peuple libre. Les Français ne savent pas bien qu'on le leur dise. 80% des lois qui s'appliquent en France ne sont pas votées par le Parlement français. Elles sont adaptées par le Parlement français, mais elles viennent de Bruxelles ou de Strasbourg. C'est le Parlement européen et la Commission européenne qui dictent les lois françaises qui s'imposent aujourd'hui. Tout récemment, encore la dernière d'ailleurs, c'est cela, c'est une adaptation, enfin, même pas une adaptation, c'est une validation théorique par le Parlement français, qui ne peut pas faire autrement d'ailleurs que d'adopter la loi telle qu'elle est imposée par l'Europe. Or, nous le voyons bien, c'est un système qui a désarmé, en tous les cas en France, les forces politiques, le patriotisme, l'adhésion aux valeurs fondamentales, et qui nous laisse à la dérive, sans frontières, livrés d'une part à la concurrence mondiale de pays qui n'ont pas les mêmes coûts de production que nous, ni les coûts salariaux, ni les coûts fiscaux, ni les coûts sociaux. N'est-ce pas, en Chine, on gagne 50 € par mois. Ceux qui touchent 50 € par mois, il y a des endroits du monde où on ne les touche pas. Je me souviens d'avoir vu un jour à la télévision un jeune chinois, bien mis d'ailleurs, devant une machine qui faisait des chemises. Il en faisait 12 000 par semaine, je crois. Et alors on lui demandait, mais combien gagnez-vous? Il a dit 70 € par mois. Ah oui? Et vous travaillez combien? 14 heures par jour. Et c'est dur? Il dit oui, quand même, la 14e heure, c'est assez dur. Voilà. Et bien évidemment, avec nos lois à nous, notre méthode à nous, on ne peut pas lutter contre les produits qui arrivent de ces pays, que ce soit d'ailleurs l'Afrique du Nord, la Turquie, mais même la Bulgarie ou la Roumanie, mais la Chine, l'Inde. Et la conséquence de cela, c'est que les entreprises qui ne peuvent plus continuer à vendre, eh bien, soit déposent le bilan, soit se délocalisent. Dans les deux cas, c'est le chômage, c'est l'alourdissement des frais sociaux et les déficits formidables qui s'accumulent dans notre pays. J'ai cité les chiffres tout à l'heure, je sais que les chiffres, c'est toujours un peu rébarbatif et on ne sait pas trop ce qu'on représente 1 milliard d'euros, 1000 millions d'euros. Mais nous avons une dette de 1650 milliards qui coûte en intérêt chaque année. Il faut débourser pour payer nos créanciers 50 milliards d'euros par an. C'est le premier budget de la nation française. C'est la plus grosse dépense, la première dépense française, c'est pour payer les intérêts, pas la dette, les intérêts de la dette, sans parler de rembourser la dette. Nous avons des déficits sociaux, sécurité sociale et retraite, 27 milliards l'année dernière. Déficit de la balance commerciale, 50 milliards l'année dernière. Nous n'avons que des déficits. Et pensons-nous très sincèrement que ça peut durer longtemps comme ça? On ne sait pas qu'il y a un moment donné où il y a quelqu'un qui va dire maintenant, il faut passer à la caisse. Comment allons-nous faire? Eh bien, je dis, et ça nous faut nous y attendre, nous y préparer, et nous y pensons, nous, que très probablement le système bancaire
et le système financier du monde va probablement s'écroler. Il va y avoir un coup de torchon général et qu'on verra disparaître l'euro. Alors le président qui n'est pas avare de grandes déclarations de tartarinesques, n'est-ce pas, dit l'Europe jamais ne céderont pas, ils disent que l'euro, nous n'admettrons jamais. Il sera bien obligé d'accepter la chose. Mais nous aurons prévu à l'avance ce qu'il faudrait faire pour rétablir notre monnaie nationale, rétablir notre indépendance monétaire, qui nous permettrait de moduler en effet la situation économique et sociale de la France. Pour l'instant, nous sommes à la dérive. Et je ne parle pas d'un problème que vous connaissez tous, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on nous accorde. On nous accorde les problèmes de sécurité, d'immigration, ça, le Front National peut en parler, d'autant qu'aucun parti ne veut en parler. Ce sont des sujets tabous. L'immigration, les chiffres sont clairs. D'après l'INSEE, il est entré près de 12 millions d'étrangers en 35 ans. 12 millions qui se sont établis et qui ont fait des enfants, je crois, n'est-ce pas? Il en rentre, continue d'en entrer 400 000 par an, presque tous originaires du tiers-monde, d'un tiers-monde de plus en plus misérable, au fur et à mesure que l'explosion démographique s'ajoute à la pénurie de produits alimentaires, voire même 1 milliard d'hommes meurent de faim, et 1 milliard même de soif. C'est dire quelle est la situation du monde. Mais ils n'ont pas prévu, pas plus qu'ils n'avaient prévu Ben Ali. Il dit, mais on n'a pas prévu ça, mais vous n'avez jamais rien prévu. Pour une raison très simple, qui est résumée d'ailleurs dans le titre d'un livre d'une dame qui ne nous aime pas beaucoup, mais qui pense bien maintenant sur l'immigration, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Les yeux grands fermés ». Évidemment, vous ne risquez pas de voir si vous fermez les yeux, et vous ne risquez pas d'entendre si vous vous bouchez les oreilles. Ah oui, ah bon, dirait notre ministre, Madame Bachelot, elle dit ça d'habitude. Ah bon? Nous sommes conscients de ça. Ça ne nous décourage pas. Quelquefois, c'est le risque, peut-être à un moment donné, que les peuples, les dirigeants, généralement, ils s'en vont. Ils prennent l'avion, ils ne diront pas tous en Arabie Saoudite, mais, parce qu'ils ne sont pas musulmans, mais ils essaieront d'aller ailleurs. Mais le peuple, lui, restera là, en proie aux problèmes qui vont s'aggraver. Alors, nous pensons qu'il faut penser à l'avance, se préparer à l'épreuve et se tenir prêt à prendre les moyens nécessaires pour sauvegarder notre indépendance, notre liberté, notre sécurité. Mais nous ne pouvons rien faire si nous ne sommes pas maîtres chez nous. Or, nous risquons de ne plus être maîtres chez nous. Je citais tout à l'heure dans ma conférence de presse la ville de Roubaix, une grande ville, 60% de musulmans. Les Français sont minoritaires. Si, on dirait qu'il y a des Français de papier. Il y a les doubles nationalités. La double nationalité qui d'ailleurs va nous risquer de nous submerger. Si on regarde ce qui se passe en Tunisie, ce qui risque de se passer demain en Algérie, au Maroc et plus généralement d'ailleurs dans ce continent. Combien y a-t-il de doubles nationaux en Tunisie? Ben, on en a déjà un autre, c'est Mitterrand. Oui, il a la double nationalité franco-tunisienne, n'est-ce pas? Et M. Mitterrand n'est que peut-être des 2 millions, 3 millions de doubles nationaux. La Tunisie, qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau et du sable. Et puis des touristes. Quand il y en a, c'est un peuple d'ailleurs agréable, pacifique et accueillant. Mais s'il n'y a pas l'ordre dans la maison, il n'y aura plus de touristes. Et s'il n'y a plus de touristes, ça sera la misère. Or, l'État a fait un gros effort d'investissement scolaire et universitaire. Ils ont fait beaucoup d'étudiants. Et ce n'est pas le tout de faire des étudiants. Il faut aussi faire des postes pour les employés. On le sait chez nous, où on voit à la caisse des supermarchés des bacs +5 ou des bacs +6 qui ne trouvent pas autre chose à faire que ça.
Eh bien, que vont faire ces gens-là? Que vont faire les millions de jeunes Algériens? Ce sont des pays dont l'âge moyen est à 20 ans. Ils ont 20 ans de moyenne d'âge. L'Algérie, 9 millions en 62. 33 millions aujourd'hui. Et quand vous posez la question à un jeune Algérien qui sont dans la rue, vous leur dites qu'est-ce que vous comptez faire? Aller en France. C'est donc ce que nous avons connu, ce que nous connaissons, ce qui pèse d'une manière écrasante sur nos épaules. Ce n'est pas la fin, ça n'est pas terminé. On a d'ailleurs complètement raté l'intégration de ces populations étrangères, comme on avait réussi, il faut le dire, avant, mais il y avait aussi d'autres conditions, l'intégration des Européens, des Italiens, des Polonais, des Espagnols, des Portugais, parce que nous avions des affinités, disons-le, je vais prononcer le mot, ethniques. Il reste interdit de parler de ça. Et des affinités aussi religieuses, philosophiques, des communautés de mœurs qui faisaient que, ça crassait un petit peu quelquefois. Moi, les ouvriers, les jeunes ouvriers qui étaient dans le chantier naval Costantini à la Trinité-sur-Mer, les Italiens, quand ils venaient au bal le dimanche, ça castagnait un peu, hein, parce que les gars du pays, parce qu'ils étaient plutôt beaux gosses, ces Italiens. Et puis alors, il faut dire la vérité, les Bretonnes, elles sont assez xénophiles. Elles aiment bien ce qui vient d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est seulement la Bretagne, mais c'est comme ça. Et puis les petits mâles bretons, ils n'aimaient pas trop ça, il faut dire la vérité. Mais tout ça maintenant, tout ça, ce sont des Français, etc. Généralement, d'ailleurs, ils sont au Front National, ceux-là. Oui, bien sûr. Parce qu'ils savent ce que c'est que justement la nation, ils savent ce que c'est que la patrie, ils savent ce qu'on perd et ce que nous risquons de perdre. Voilà. Alors, quelquefois, on a un petit moment de découragement, mais c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Hein. Et le mérite du Front National, c'est de ne s'être jamais découragé. Nous avons toujours été très pauvres, il faut dire la vérité, et on a fait la politique avec des bouts de ficelle et des bouts de fil de fer. Mais nous sommes là. Et à l'indice de performance, comme on dit dans l'automobile, nous sommes de loin les meilleurs. Si on considère ce que nous dépensons, nous, et les résultats que nous obtenons aux élections, mais nous sommes de très loin en tête de tout le monde. D'ailleurs, c'est vrai même pour notre site web, n'est-ce pas, Internet. Bon, le site du Front National est le premier, loin devant les autres. Or, l'UMP a consacré 5 millions pour son site. Il y a de l'argent, mais il n'y a pas de lecteurs. Regarde pas. Là, vous me direz qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont les journaux, la radio, la télévision. Ils ont tout le reste. Mais la bataille va se jouer en grande partie sur Internet, la bataille électorale future. D'abord parce que c'est le vecteur nouveau. Les gens sont curieux de ça. Ils veulent ça et ils se disent, au moins là, il y a des gens qui disent la vérité. Il y a toutes sortes, il y a tout. On prend tout, là, des pour, des contre, etc. Mais en gros, les gens ont plus de confiance dans ce vecteur libre que dans les vecteurs convenus que sont les journaux, la radio, la télévision. Donc la bataille n'est pas perdue. Nous devons conserver et développer l'espoir. Et le mouvement qui se crée, le torrent d'adhésion, que je le dis, ça a été, qui nous a sincèrement étonnés. C'est très simple, je crois que le passage sur Antenne 2, ça n'est quand même qu'une antenne sur 20, il y en a beaucoup d'autres, de Marine, a provoqué dans la semaine, je crois que c'est 2500 adhésions par le net.